Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette troisième vidéo dédiée au protocole OpenID Connect. Comme d'habitude, si vous découvrez par hasard cette chaîne et que le contenu vous intéresse, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Dans les deux dernières vidéos, on avait abordé la présentation de l'Authorization Code Grant sans la partie PKCE. Et dans cette vidéo, on va parler là aussi de l'Authorization Code Grant, mais en introduisant une nouvelle couche qui est le PKCE. Du coup, commençons par définir ce qu'est le PKCE. Donc le PKCE est l'acronyme de Proof Key for Code Exchange. On peut le définir aussi comme une extension du flux Authorization Code Grant, d'où le nom du protocole Authorization Code Grant avec PKCE. Maintenant, répondons à la question pour quelle application le PKCE est-il destiné? L'Authorization Code Grant plus PKCE est spécifiquement conçu pour authentifier les utilisateurs des applications suivantes, donc les applications natives mobiles et SPA pour ce qui est de Single Page Application. En d'autres termes, on parle aussi de clients publics, c'est-à-dire ceux où leur code source est accessible au public, tels que les applications JavaScript dans un navigateur. On a parlé d'Authorization Code Grant avec et sans PKCE, mais c'est quoi réellement la différence entre l'Authorization Code Grant avec et sans PKCE? Donc, à la place du client secret, utilisé dans le cas de l'Authorization Code Grant sans PKCE, l'application client crée une chaîne unique qu'on appelle le code verifier, qu'elle hache ensuite pour générer un code challenge. Et côté sécurité, quelle sécurité supplémentaire? Donc, si on met en place le PKCE, on pourra empêcher tout ce qu'on appelle les injections de code authorization. Concrètement, l'injection de code d'autorisation permet à un attaquant d'exploiter une faille de sécurité dans une application web pour intercepter l'Authorization Code fourni par un Identity Provider à l'application cliente. Du coup, si l'attaquant arrive à intercepter l'Authorization Code, il pourra l'utiliser pour obtenir un Access Token valide et l'utiliser pour obtenir des accès non légitimes. Le deuxième point, le PKCE permet l'authenticité de la demande d'échange, c'est-à-dire il assure que seule l'application cliente originelle peut échanger l'Authorization Code contre un jeton d'accès, donc contre un Access Token. Donc pour les recommandations, le PKCE est recommandé même si un client utilise un client secret ou une autre forme d'authentification client, car le PKCE ne remplace pas le client secret ou une autre authentification client, donc il est recommandé d'utiliser le PKCE le plus possible. Comme c'était le cas lors de la première vidéo qui concernait l'Authorization Code Grant sans PKCE, dans notre cas ici, on va présenter aussi les 4 entités qui rentrent en jeu dans notre flow. La première entité, bien sûr, ça va être les utilisateurs. La deuxième partie, donc ça va être le navigateur. La troisième partie, ça va être l'application. Et la quatrième et dernière partie, ça va être notre Identity Provider, donc qui s'en chargera de faire l'authentification à la place de nos applications. D'accord? Donc le premier flou qui va s'effectuer, donc le premier échange, c'est l'utilisateur qui tentera d'accéder à l'application via son URL. D'accord? Donc à travers le navigateur. Donc l'application, bien sûr, elle va renvoyer sa page de connexion. Le troisième échange, donc c'est l'utilisateur qui va faire l'action d'authentification à l'application, donc au travers du navigateur, en choisissant typiquement son fournisseur d'identité préféré, donc que ce soit du Keycloak ou de l'Okta ou bien de Google. Donc c'est à ce niveau-là qu'il y aura la différence entre l'Authorization Code Grant sans PKCE et l'Authorization Code Grant avec PKCE. Donc le quatrième flux, qu'est-ce qui va se passer? Donc l'application va générer d'une manière aléatoire un code qu'on appelle le code verifier
après avoir généré ce code verifier, l'application aussi, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, elle va faire une opération de hachage de ce code verifier pour générer un code challenge. D'accord? La sixième étape, donc, l'application, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, elle va rediriger l'utilisateur, donc, bien sûr, à travers le navigateur via une requête HTTP 302. La différence avec l'Authorization Code Grant sans PKCE, dans notre cas ici avec le PKCE, on aura deux paramètres supplémentaires qui vont être envoyés à notre Identity Provider. Donc ces paramètres-là, donc c'est le code challenge, donc qu'on vient de générer à l'étape 5, d'accord? Donc c'est le hachage du code verifier, plus la méthode qui a été utilisée, donc l'algorithme qui a été utilisé pour hacher ce code verifier, d'accord? En plus, bien sûr, des autres paramètres qu'on avait vus lors de la première vidéo, donc qui correspondent à l'URL de callback et aussi au client ID, d'accord? Donc l'identity provider, donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Donc via le flux set, va renvoyer une mire d'authentification avec login et password. Après là aussi, tout dépend de ce qui a été paramétré au niveau de l'identity provider. Il pourra renvoyer aussi d'autres méthodes d'authentification qu'on avait vu lors de la première vidéo là aussi. Donc par exemple, c'est du TOTP, etc. D'accord? Donc après, l'utilisateur, ce qu'il va faire, donc il va saisir son login et son mot de passe. Il va cliquer sur s'authentifier. Après avoir cliqué sur authentifier, l'utilisateur, donc, on aura le flux numéro 10 avec un post qui enverra le login et le mot de passe à notre Identity Provider. L'Identity Provider, donc, il va valider les credentials, donc il va checker si le login et le mot de passe sont corrects. Donc, après avoir validé ces deux valeurs, donc ces deux informations, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va renvoyer une requête de redirection vers l'URL de callback dans notre application. Donc, ça, c'est le flux numéro 12. Donc, à travers le navigateur, il y aura un autre appel qui s'effectuera. Donc, c'est le flux numéro 13. L'application va recevoir l'Authorization Code qui a été généré par notre Identity Provider. D'accord? Donc, l'application, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, elle va faire une demande d'échange de l'Authorization Code avec un Access Token, plus le code de verifier qu'elle a généré préalablement au flux numéro 4, d'accord? Donc, l'application pourra envoyer ce code verifier. Donc, du coup, donc, notre Identity Provider, il va recevoir ce code verifier. Il va faire certaines opérations. Donc, la première opération, donc, qui est représentée par la séquence numéro 15. Donc, il va prendre ce code verifier et hacher ce code. Donc, avec l'algorithme de hachage qui a été spécifié lors de flux numéro 6'. Donc, du coup, par exemple, on pourra faire du SHA-256, etc. Ou peut-être aussi d'autres algorithmes de hachage. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut savoir, c'est que l'algorithme de hachage qui a été utilisé pour hacher le code verifier par l'application, il faut qu'il soit le même que celui qui va être utilisé par notre Identity Provider pour hacher le code verifier qui a été envoyé par notre application au niveau du flux numéro 14, d'accord? Donc, après avoir généré ce hash, donc notre Identity Provider, il fera une autre opération qui est la comparaison du code de challenge qui a été envoyé donc au niveau du flux numéro 6', donc qui a été généré par le flux numéro 5, d'accord? Donc lui, donc il va faire la comparaison avec le résultat du hachage qu'il a effectué lui-même du code verifier. Si le code challenge correspond au hachage du code verifier que notre Identity Provider a fait, donc cela veut dire qu'il aura la preuve que l'application qui avait initié le premier flux d'authentification vers lui est la même application qui demande d'échanger l'Authorization Code avec un Access Token. Donc c'est une nouvelle couche de sécurité. D'accord? En résumé, ça permet de vérifier que le client qui a initié l'authentification est le même que celui qui demande d'échanger l'Authorization Code que
l'identity provider a généré par l'access token. Si cela est OK, donc si le code challenge correspond au hachage, donc l'identity provider va générer l'access token et potentiellement un refresh token plus un ID token. D'accord? Vu qu'on est, comme on l'avait dit lors de la première vidéo, on est dans l'OpenID Connect, donc l'OIDC, et non au niveau du OAuth2. D'accord? Donc le flux numéro 18, donc si les informations présentes dans l'ID token ne suffisent pas à l'application ou si l'application a besoin d'autres informations à propos de l'utilisateur, il pourra toujours faire une demande d'informations via le endpoint user info que notre identity provider expose pour demander d'autres informations. Donc en utilisant bien sûr l'access token qui a été généré au niveau du flux numéro 17. Donc le flux numéro 19, donc notre identity provider, donc renverra les informations demandées à l'étape 18. Et finalement, l'utilisateur donc va se retrouver en mode connecté à l'application. Donc ça, c'est représenté par le flux numéro 20. Voilà, c'est tout pour cette troisième vidéo consacrée au protocole OpenID Connect. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.